Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! L'Espagne est un pays attractif pour les Français qui souhaitent réaliser un investissement locatif. Pourquoi ? Parce que le prix d'achat est souvent moins cher au mètre carré qu'en France et le loyer peut être plus élevé au mètre carré en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Mais attention, il y a certains pièges à éviter et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode pour savoir ensemble si un investissement locatif en Espagne, est-ce que c'est si rentable que ça ? Pour bien comprendre comment fonctionne l'investissement locatif en Espagne, il faut déjà savoir quel type de contrat de location il existe sur le sol espagnol. Il n'y en a pas 36, il y en a 3. On a, dans un premier temps, la location de logements d'habitation en résidence habituelle, ce qu'on peut appeler le long terme, pour nous entendre. En règle générale, on est sur une durée de 5 à 7 ans en fonction de la qualité du propriétaire. Ça, c'est la première catégorie, le long terme. Ensuite, on a une deuxième catégorie qu'on peut appeler le mi-terme, moyen terme. C'est la location à résidence temporaire. Par exemple, typique pour les étudiants qui viennent en Erasmus et qui restent pour l'année scolaire, ou un expatrié qui est envoyé par son entreprise et qui doit rester 3, 4, 5 mois pour résider dans la ville dans laquelle il a une mission ponctuelle. La durée de ces locations moyen terme dépend du besoin temporaire de résidence, donc la mission ou l'année scolaire par exemple, mais généralement, pour vous simplifier la tâche et la compréhension, on peut parler d'une durée qui est comprise entre 1 mois et 11 mois. Et puis, dernière catégorie, le court terme, autrement dit ce qu'on appelle en France, nous, la location saisonnière. Et ici, en Espagne, on parle beaucoup de la location touristique. Ça, c'est de la location à la nuitée. En règle générale, ça peut varier entre 1 jour et 30 jours, mais ça peut aller au-delà, notamment si vous souhaitez louer votre maison pour les 2 mois de vacances à la même famille qui resterait 2 mois pour ses vacances. D'accord ? Mais on est à la nuitée avec une licence touristique. On va y revenir après. Alors, est-ce qu'un investissement locatif sur du long terme, donc en résidence habituelle, est-ce que c'est rentable ? Eh bien, sachez qu'on a eu ces derniers mois, c'est assez récent, une nouvelle réglementation qui définit ce qu'on appelle des zonas tensionadas, ça veut dire des zones tendues, littéralement, dans lesquelles les loyers sont plafonnés en fonction du nombre de mètres carrés et des prestations aussi du bien que vous avez acheté. Pourquoi ? Parce que s'il y a un ascenseur, ça va augmenter un petit peu le loyer plafonné. S'il y a un concierge aussi, s'il y a une piscine, parce que c'est une résidence avec une piscine, tout ça, en fait, c'est assez simple à voir parce qu'il y a un site internet de l'État, donc un site public, sur lequel on rentre la référence cadastrale, les mètres carrés, on valide les prestations particulières de l'appartement et de là, on en sort un loyer plafonné. Alors, pourquoi est-ce que ça a été mis en place ? Et là, je ne veux pas rentrer dans les polémiques politiques de si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je vous explique l'état d'esprit de la loi. Ça a été mis en place pour protéger tout simplement les habitants locaux qui n'arrivaient plus à se loger dû à l'inflation. Il faut savoir quand même que dans les grosses villes espagnoles, Madrid, Barcelone, Valence par exemple, il y a beaucoup d'inflation, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'allées et venues. Donc ça a fait augmenter les prix énormément, notamment les loyers. Et du coup, les locaux n'avaient plus les moyens de se loger dans leur propre ville. Donc, ils devaient aller à l'extérieur de la ville
Ce que je vous raconte, c'est du vécu vraiment. Moi, j'ai des amis espagnols et catalans qui ont dû arrêter leur location et trouver une location à l'extérieur de la ville de Barcelone parce qu'ils n'arrivaient plus à assumer les loyers aussi élevés. Donc, comme il y a eu beaucoup d'inflation et les loyers ont beaucoup augmenté, l'État et la Generalitat, parce que c'est la Generalitat de Catalunya qui est le gouvernement de la Catalogne, ont mis en place ces réglementations. Ça a été mis en place au niveau régional, donc je vous parle de la Catalogne, mais c'est aussi le cas à Madrid et à Valence. Donc chaque région a mis en place ou pas, en fonction des besoins de sa population, des zones tensionadas, donc des zones tendues dans lesquelles les loyers sont plafonnés. Alors, certes, ça partait d'un bon sentiment, cette loi, de dire, écoutez, on va aider les personnes, nos habitants, les Espagnols qui souhaitent se loger, on va les aider, on va mettre un plafond. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, évidemment, les propriétaires n'étaient pas forcément d'accord parce qu'aujourd'hui, s'ils proposaient un loyer à leur locataire à 3 000 € et puis le jour d'après, la loi passe et on leur dit « non, avec les caractéristiques de votre appartement, 3 000 € c'est trop », vous ne pouvez en proposer que 1 800 ou 2 000, évidemment, il y a un manque à gagner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains propriétaires qui n'étaient pas du tout contents, les agences immobilières qui souhaitent continuer à louer des appartements, ils se sont engouffrés dans une voie qui est la voie du moyen terme. On va en parler tout de suite après, c'est la deuxième catégorie de location, pour éviter d'avoir un loyer plafonné. Parce que les loyers plafonnés, ils ne sont plafonnés que pour la catégorie long terme, donc pour la résidence habituelle de 5 à 7 ans. D'accord ? Pour le moyen terme et pour la location touristique, les loyers ne sont pas plafonnés. Donc tout le monde a dit « Ok, on arrête de faire de la résidence habituelle, on fait de la résidence moyen terme, comme ça, nos loyers ne sont pas plafonnés. » Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette logique-là, aujourd'hui, vous cherchez sur les portails immobiliers comme Idealista ou Habitaclia un appartement à louer en résidence habituelle parce que vous vivez ici, vous avez un vrai besoin de résidence habituelle et vous apercevez qu'il n'y a presque pas d'appartements dans cette catégorie de long terme. Donc, il faut quand même que ces gens se logent, parce que c'est une réalité, il faut qu'ils se logent. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils vont aller voir dans la catégorie de moyen terme. Et ils vont signer un bail en moyen terme pour 4 mois, 6 mois, 10 mois, 11 mois, qui vont renouveler comme ça au fur et à mesure du temps. Donc, on va parler du moyen terme maintenant, c'est la deuxième catégorie. Mais pour conclure sur la première catégorie qui est le long terme, sachez que si vous souhaitez faire un investissement immobilier pour une résidence habituelle long terme, pour mettre en place des locataires en résidence habituelle long terme, sachez que dans certaines zones, les loyers peuvent être plafonnés. Donc idéalement, il faut chercher un bien dans une zone dont les loyers ne sont pas plafonnés. Après, je ne vais pas vous mentir, ces zones-là, si elles ne sont pas en loyer plafonné, c'est qu'elles ont moins d'intérêt de location et donc d'investissement locatif que les autres zones. D'accord ? Donc, c'est à voir. L'avantage de cette première catégorie, c'est que vous êtes sur du long terme. Vous n'avez pas de check-in, check-out à faire. En règle générale, le mobilier est moins dégradé. Vous avez un locataire qui reste entre 5 à 7 ans en fonction de si vous êtes une personne physique ou une société propriétaire. D'accord ? Donc ça peut vous rapporter une certaine rentabilité. Deuxième catégorie, le moyen terme. Et c'est là que je vais approfondir un petit peu sur le côté obscur de la force, passez-moi l'expression, mais comme je vous l'ai expliqué, certains propriétaires et la majorité d'entre eux n'étaient pas d'accord pour se voir plafonner le loyer. Ils se sont dit « Ok, on fait plus de moyen terme, on fait plus de long terme, on va faire du moyen terme. » Très bien, mais là où le bât blesse, c'est que parfois, ils sont mal informés sur les risques de passer d'une catégorie à l'autre. Parce que c'est pas moi, je décide de passer d'une catégorie à l'autre et je modifie la durée et tout va bien. C'est plus complexe que ça. Parce que la loi, la durée, j'ai envie de vous dire, c'est important. Mais ce qui prime, c'est l'usage que fait le locataire dans l'appartement ou dans la maison. Si le locataire signe un contrat de bail moyen terme,
4, 5, 6, 8, 10 mois et que vous lui renouvelez pendant plusieurs années ce bail-là, attention, il n'a plus un usage de résidence temporaire pour le moyen terme. Là, il a un vrai usage de location, d'habitation en long terme. Donc, c'est important parce que s'il est bien conseillé, votre locataire, et si vous, propriétaire, vous êtes moins bien conseillé, vous ne connaissez pas les risques, quels sont-ils? Mais c'est très simple. Le locataire, si vous lui renouvelez comme ça souvent son contrat, tout simplement, il va pouvoir demander la requalification de son contrat moyen terme en long terme. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. La première chose, c'est que si on est sur du long terme requalifié, vous allez avoir un loyer plafonné. Donc, tout bénef pour votre locataire qui va pouvoir vous réclamer le loyer trop versé qu'il a versé entre le montant que vous lui avez réclamé et le montant du loyer plafonné, d'une part. Mais d'autre part, s'il requalifie le contrat, son bail moyen terme en bail long terme, il va pouvoir en plus demander un minimum de 5 ans. Du coup, effectivement, s'il peut réclamer donc le trop versé et requalifier, et en requalifiant obtenir une durée plus longue, bon ben voilà, vous avez tout perdu parce que vous pensiez faire du moyen terme et puis lui derrière, il a le droit de requalifier en long terme. Donc, si vous signez un bail en moyen terme et qu'on vous conseille de le faire, attention, soyez vigilants. Dans tous les cas, vérifiez vraiment que votre locataire a un vrai besoin moyen terme de résidence provisoire. C'est-à-dire qu'il est là pour quelques mois. Et s'il a un besoin de résidence habituelle, vous n'y coupez pas, la loi les protège. On est dans la première catégorie du long terme. Certains clients viennent me voir en me disant « Mais nous, on n'a pas fait de bail écrit. » Oui, d'accord. Mais si on n'a pas un bail écrit et que c'est un bail oral, ça favorise au locataire. C'est-à-dire que, à défaut de preuves contraires, on va considérer qu'il a un besoin de résidence habituelle et qu'on est donc sur une durée d'un minimum 5 ans. D'accord? Donc, il faut être vigilant. Notamment si vous souhaitez faire un investissement locatif. Et ensuite, dernière catégorie de location, et pas des moindres, parce que clairement, en investissement locatif, c'est ce qui va vous rapporter une rentabilité plus importante, qui est la location court terme saisonnière, autrement dit en Espagne, la location touristique. Alors certes, c'est la location qui est la plus rentable parce que vous allez louer à la nuit à des touristes, en règle générale dans des appartements ou dans des maisons meublées avec des équipements modernes, etc. Donc, vous allez pouvoir en sortir une plus grande rentabilité. Mais attention, il va vous falloir obtenir une licence touristique. On ne peut pas faire de la location touristique sans de licence touristique. Une licence touristique, c'est quoi? C'est un permis qu'on demande à la mairie pour pouvoir exercer cette activité touristique. D'accord? Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de régions en Espagne où ces licences touristiques sont interdites totalement, notamment à Barcelone. C'est la ville dans laquelle ces licences touristiques sont interdites. Si vous achetez un bien qui n'a pas de licence touristique à Barcelone, vous n'obtiendrez pas votre licence touristique. En revanche, les licences touristiques en vigueur qui existaient avant, il y a deux régimes. Soit elles sont maintenues, donc vous pouvez acheter cette licence avec l'appartement, ou soit certaines mairies ont décidé qu'au prochain changement de propriétaire, cette licence tombe. Voilà. Donc, il faut aussi être vigilant et ne pas sauter à pieds joints dans la flaque d'eau en disant « Chouette, je vais faire de la location touristique ». Attention, soyons vigilants, vérifions si déjà il y a une licence touristique et si elle existe, est-ce qu'elle peut être cédée au moment du transfert de propriété, au moment de l'achat de ce bien. Évidemment, ça existe, on ne va pas se mentir, on peut le voir à droite à gauche. Il y a des gens qui font de la location touristique sans licence. Alors, mis à part le fait que c'est totalement illégal parce qu'on ne peut pas le faire sans la licence, il y a quand même un risque d'amende. Et là-dessus, attention, l'administration espagnole est très, très répréhensif, parce que le montant de l'amende ne dépend pas du tout du montant des loyers que vous allez encaisser.
ce sont des amendes forfaitaires qui peuvent être très importantes. Ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Et j'ai des clients qui me disent « Mais attendez, c'est pas juste, on me demande une amende de 50 000 euros alors que j'ai loué 2 semaines mon appartement et ça m'a rapporté 2 000 euros. » Peu importe. Là-dessus, vous n'aurez jamais gain de cause. C'est une infraction administrative avec des amendes qui sont préalablement fixées par la loi, qui sont totalement déconnectées du revenu foncier que vous allez pouvoir percevoir dans le cadre de cette location touristique illégale. Et si vous avez la chance d'acheter donc un appartement ou une maison qui a la licence touristique, qui ne tombe pas quand vous devenez propriétaire, et donc vous pouvez exercer cette activité, ça existe, hein, bien sûr. Moi, je suis avocate. Mon métier, c'est d'identifier les risques et de vous faire des warnings sur attention, c'est pas si simple, attention, etc. Mais ça existe. J'ai un client qui a acheté sur la Costa Brava une maison, la licence touristique, elle existe, elle est en vigueur et il n'y a aucun souci sur la licence touristique. Donc, il a acheté son bien en investissement locatif. Il a fait une super saison cet été, il est super content. Donc, ça existe bien évidemment. Il faut simplement être vigilant. Dans ce cas-là, vous avez des obligations fiscales et déclaratives administratives à remplir. Notamment, il faut payer une taxe de séjour, comme lorsque vous allez dans un hôtel. Il y a une partie du prix qui est la taxe de séjour. Cette taxe de séjour, il faudra la facturer à vos touristes qui viennent se loger dans votre hébergement. Il faudra la reverser aux impôts, évidemment. Ce n'est pas pour vous, hein, la taxe de séjour, c'est pour l'État. Il faut vous faire inscrire sur un registre qui s'appelle le registre des logements touristiques de la région. Il faut mettre en place un numéro d'assistance 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour les touristes. C'est-à-dire qu'il faut quand même que quelqu'un... C'est considéré en Espagne comme une activité commerciale, hein, ne l'oublions pas. Donc, il faut que comme on est dans l'hébergement, s'il y a un problème en pleine nuit, une fuite d'eau, un incendie, enfin je dis n'importe quoi, il faut mettre en place ce système d'assistance, avoir un numéro de téléphone disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Voilà. Et pour conclure cet épisode, petite précision fiscale, dans les 3 cas, dans les 3 locations, donc investissement locatif en long terme, en moyen terme ou en court terme saisonnier, si vous êtes résident fiscal en France, mais que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, vous percevez des revenus fonciers en Espagne, vous avez l'obligation de présenter une déclaration d'impôt en Espagne. Certes, il existe une convention fiscale de non-double imposition entre la France et l'Espagne qui définit les règles de quel pays impose quel revenu, mais vous avez une obligation de double déclaration. Donc, non-double imposition, vous êtes imposé que dans un seul pays et dans un cas précis comme ça, vous serez imposé en Espagne sur vos revenus fonciers espagnols, mais vous avez l'obligation de double déclaration à la fois en Espagne et à la fois en France, qui est votre pays de résidence fiscale. Et sur votre déclaration française, eh bien, simplement, vous indiquerez que vous avez déjà payé votre impôt en Espagne. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à mon canal YouTube ou à me noter sur votre plateforme d'écoute habituelle et préférée. Merci.